Conakry, 4 avril 2018, au sommaire, comment améliorer le climat des investissements dans le secteur des mines? La question est au centre de la première réunion du comité interministériel de suivi des projets miniers, tenue ce mercredi à Conakry. L'usine Casal, fermée par les services du colonel Moussa Keboro pour des raisons d'hygiène et de sécurité des travailleurs. Casal fabrique les boissons alcoolisées et l'eau minérale. Au sommaire encore, clôture du mois de la radio Afro-Ikari a lancé le 1er mars. Cette initiative de la Direction générale de la RTG a permis de ressortir les forces et les faiblesses des programmes de Radio Guinée. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République poursuit ses consultations avec les forces vives du pays. Après le chef de file de l'opposition et la mouvance présidentielle, professeur Alpha Condé a reçu ce mercredi l'Alliance républicaine conduite par le président de l'UFR, Union des forces républicaines. La rencontre a été sanctionnée par un communiqué final. Sanassi Keita. Après les responsables des partis politiques de l'UFDJ, du RPG Arc-en-Ciel, c'est au tour de ceux de l'UFR d'être reçus en audience par le président de la République ce mercredi 4 avril 2018. Au menu des entretiens qui ont duré plus d'une heure, la situation politique du pays relative aux résultats des élections locales qui se sont déroulées le 4 février dernier. Avec la permission de Monsieur le Président de l'Union des forces républicaines, troisième groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, je vais vous livrer lecture du communiqué qui sanctionne les entretiens entre le Président de la République et le Président de l'Union des forces républicaines. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, poursuivant ses consultations avec les forces vives du pays, notamment les partis politiques et le groupement de partis politiques, a reçu ce mercredi 4 avril 2018 M. Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines, accompagné de ses alliés de l'UPG, du GDE et du PRPG. Après des échanges francs et fructueux relatifs à la situation intérieure en général et à la crise post-électorale en particulier, il a été retenu ce qui suit: de privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie politique nationale. Dans cet esprit, l'Union des forces républicaines, troisième groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, a décidé de rejoindre le comité de suivi de l'accord politique, de demander au comité de suivi de l'accord politique d'octobre 2016 de trouver une solution aux différends électoraux. L'Union des forces républicaines a des revendications qui concernent 4 communes urbaines et 7 communes rurales. Monsieur le Président de la République demande au comité de suivi de mettre en œuvre avec diligence l'accord politique d'octobre 2016, notamment l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI à la prochaine session de l'Assemblée nationale, l'audit et l'assainissement du fichier électoral avant les prochaines élections législatives, de tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels, qui qu'ils soient, afin de les traduire devant les cours et tribunaux du pays. D'apporter une assistance aux victimes et à leurs familles, nonobstant les indemnisations légales. Également, le président de la République a pris note de la nécessité d'améliorer le code électoral à l'aune des leçons tirées des 3 derniers scrutins et réévaluer la charte des partis politiques. Le président de l'Union des forces républicaines se joint au président de la République pour condamner les propos et comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens poussant à la haine et à la division entre les différentes communautés du pays. Ils en appellent à la justice pour l'application de la loi dans toute sa rigueur à la matière. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, et Monsieur Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines, déplorent toutes les victimes civiles et militaires des violences de toute nature et expriment leur compassion et leur solidarité à toutes les familles ayant perdu des proches, des êtres chers. Conakry, le 4 avril 2018. Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines, est tout simplement ravi de cet entretien avec le président de la République. Ce que je tire de la rencontre, c'est d'abord le fait que
nous allons recentrer ce débat non plus de manière bipolaire, mais le groupe de suivi, le comité de suivi auquel on appartenait et qu'on avait quitté, nous allons rejoindre ce comité puisque nous y avons transféré un certain nombre de dispositions, notamment relatives aux élections. Nous pensons qu'on doit également profiter de cette opportunité pour parler de ce code électoral. Vous vous souvenez que pendant les débats qui ont eu lieu l'année dernière sur l'élaboration, l'adoption de ce code, l'UFR a été le seul groupe parlementaire opposé à la promulgation de ce texte, à son adoption, et nous avons été soutenus par toute la société civile. Nous en voyons les résultats aujourd'hui, et je crois que le fait de le remettre dans les dispositions pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse, au niveau de ce comité, voir ce qui peut être fait, me satisfait particulièrement. La deuxième chose également, c'est d'avoir demandé qu'on arrête de cette bipolarisation de la vie politique en Guinée. Pourquoi? Parce que ou vous êtes complètement contre ou vous êtes complètement pour. Il n'y a plus de possibilité d'évolution ici de partis politiques qui peuvent avoir des sensibilités différentes selon les problèmes. Je crois que nous venons, tous nos textes sont venus des textes français. Nous avons un système qui permet aux partis d'évoluer selon leur perception à l'Assemblée nationale, et votre positionnement à l'Assemblée dépend des textes qui sont présentés. Vous n'êtes pas catalogué comme étant de droite ou catalogué comme étant totalement de gauche. Je crois que Macron vient de nous en donner la preuve la plus édifiante. Le président de l'UFR garde ainsi l'espoir de voir très rapidement le comité de suivi de l'accord politique du pays trouver une issue favorable aux revendications faites par les différents partis politiques. Restons toujours au palais Sékou Touré pour signaler que le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce matin la responsable de la société allemande spécialisée dans le développement des NTIC. Ces responsables ont témoigné de leur volonté de contribuer au développement de notre pays. Sanassi Keïta. Le chef de l'État rencontre le président directeur général du groupe Siemens en compagnie d'une importante délégation. Au menu des discussions qui ont duré une quarantaine de minutes, l'installation de cette entreprise allemande en Guinée, avec à la clé appuyer le gouvernement dans le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un mémorandum d'entente a été même signé à cet effet. L'entretien que nous avons eu avec son Excellence le Président de la République est en fait un suivi d'un entretien que nous avions eu à Berlin il y a à peu près 18 mois. Où son Excellence nous a demandé à Siemens, c'était dans le cadre d'une réunion G20, a demandé à Siemens, oui, quand est-ce que Siemens vient s'installer en Guinée? Et je lui ai dit, nous allons y réfléchir, nous allons faire un plan ensemble, un plan de progrès, d'avancement et de transfert de technologie. Et aujourd'hui, nous avons eu l'aboutissement de ce plan et nous avons signé avec l'État de Guinée et avec son Excellence le ministre de l'Énergie un document qui nous engage technologiquement, Siemens et l'État de Guinée, d'avoir un dialogue du futur et un dialogue technologique, et où Siemens s'engage à former des jeunes Guinéens en formation en alternance dans les nouvelles technologies, en particulier dans les technologies de réseau. Comme vous le savez, Siemens a gagné et obtenu la commande de l'OMVG. Et dans ce cadre-là, nous allons faire aussi une formation en alternance et nous allons accompagner technologiquement la Guinée dans un dialogue structurel pour résoudre technologiquement ou essayer de résoudre technologiquement ensemble les problèmes de demain avec la République de Guinée. Une démarche qui réjouit le ministre de l'Énergie. Le président de la République, une fois encore, vient de poser un acte indélébile qui va servir notre pays pour longtemps, dans le cadre surtout de la formation des jeunes, dans le cadre de l'employabilité de la jeunesse guinéenne, pour que le problème de chômage que nous connaissons dans notre pays puisse prendre fin avec des jeunes gens bien qualifiés, bien formés. Voilà l'un des grands engagements que Siemens vient de prendre à travers le mémorandum d'entente que nous venons de signer devant le président de la République.
il y aura des formations des jeunes cadres dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des nouvelles technologies et dans le domaine de toutes les technologies maîtrisées par Siemens à travers le monde, à travers l'Allemagne, à travers la Belgique et d'autres pays. Et aussi Siemens va accompagner la Guinée dans les installations des nouvelles technologies de gestion de réseau, des dispatching, compte tenu du fait que plusieurs réseaux vont partir de la Guinée vers les autres pays et à l'intérieur du pays, un dispatching sous-régional est indispensable avec les équipements de haute technologie que Siemens mettra à disposition dans le cadre des projets futurs qui vont arriver dans notre pays. Ce groupe allemand Siemens entend donc s'installer les jours à venir en Guinée pour jouer également sa partition dans le développement de la Guinée, surtout à travers la formation et la promotion sur la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au ministère des Mines et de la Géologie, tenue de la première réunion du comité interministériel de suivi des projets miniers intégrés, ce comité vise à améliorer le climat des investissements dans le secteur des mines avec la mise en place d'un guichet unique chargé de la délivrance des permis d'autorisation. Voici le reportage de Alassane Yogobari et Momelamine Kaba. Créé depuis janvier 2015, le secteur minier guinéen dispose d'un guichet unique visant à faciliter le traitement accéléré des demandes de permis et autorisations pour les projets miniers intégrés. Grâce à cette procédure simplifiée, on compte de nos jours un total de 60 permis délivrés sur 72 demandes. Avec le guichet unique, toutes les démarches administratives sont effectuées en un lieu dirigé par un secrétariat permanent. Le tout sous la coordination d'un comité interministériel de suivi réunissant des représentants d'une quinzaine de départements ministériels. Le président de la République, dans le cadre des réformes engagées dans le secteur minier, a décidé au début de l'année 2015 de mettre en place ce comité interministériel pour que tous les ministères impliqués dans la réalisation de ces projets qui implique non seulement le côté minier mais aussi la réalisation d'infrastructures lourdes, pour que tous ces ministères-là puissent agir ensemble de façon efficace pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Et entre la prise de ce décret et aujourd'hui, il y a déjà eu la mise en place du secrétariat permanent qui fait office de guichet unique, qui a traité les permis de certaines sociétés et cela a permis d'avoir des résultats en termes de raccourcissement du délai de délivrance de ces permis. Mais aujourd'hui, il y a eu la revue du rapport diagnostic du système de délivrance des permis d'autorisation avec l'appui du groupe de la Banque mondiale. Le comité interministériel de suivi des projets intégrés est appuyé, suivi et évalué par le groupe de la Banque mondiale à travers la SFI. Dans une communication, la Société financière internationale a dressé un constat sur le fonctionnement du secrétariat permanent, ses difficultés avant de conclure par des recommandations visant à mieux qualifier les travaux de cet organe de facilitation à l'investissement. La mise en place de ce guichet unique est vraiment la transcription de la volonté du gouvernement guinéen d'améliorer le climat des affaires en général et dans le secteur des mines en particulier afin d'accélérer la mise en œuvre des projets miniers intégrés mais aussi d'attirer de nouveaux investissements dans le secteur. Donc le groupe de la Banque mondiale a accompagne le gouvernement guinéen pour la mise en œuvre de cette réforme capitale qui a plusieurs volets. Donc, un des volets, c'est sur les permis autorisation, qui est justement le volet qui a permis, soutenu et accompagné la mise en place du guichet unique secrétariat permanent, donc en charge des permis autorisation, du traitement accéléré des permis autorisation pour les projets miniers intégrés. Mais ce même projet aussi accompagne toujours dans le même esprit le gouvernement guinéen pour la mise en œuvre de la politique de contenu local dans le secteur des mines notamment. Cette première réunion a permis de prendre des décisions qui vont sans doute contribuer à améliorer le climat des investissements dans le secteur minier guinéen, le secteur qui attire le plus de capitaux étrangers dans notre pays.
Les responsables de la Direction générale des douanes viennent de se réunir à Conakry. Objectif, passer en revue l'ensemble des activités réalisées au cours du premier trimestre de l'année 2018 en note une amélioration des recettes par rapport aux prévisions. Ça, à Marathon, nous fait le point. Au titre des recettes de 2018, la douane guinéenne s'était assignée pour objectif de mobiliser 1492 milliards de francs guinéens au premier trimestre. À l'échéance de ces 3 mois, les directeurs régionaux de la douane se retrouvent avec les responsables de l'administration centrale pour faire l'examen des activités réalisées et l'état des finances. Pour toute la douane guinéenne, les prévisions du premier trimestre ont été fixées à 1400 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes avec une réalisation de 1553 milliards. Donc 1553 milliards réalisés sur une prévision de 1492 milliards, soit un taux de réalisation de 104%. Donc c'est pour vous dire que le bilan, sur le plan quantitatif, est vraiment élogieux. Le premier trimestre de l'année 2018 augure ainsi de bons résultats pour le reste de l'année. Des performances qui s'expliquent par la politique d'encouragement des opérateurs économiques et des investisseurs mises en place par le gouvernement. La performance au niveau de notre région s'explique par la politique économique incitatrice qui a été mise en œuvre par la Direction générale des douanes il y a quelques années déjà, consistant à éviter toute tracasserie aux opérateurs économiques en faisant en sorte que leur opération se fasse dans la célérité nécessaire, toute mesure, n'est-ce pas, de motivation. Pour permettre au secteur douanier d'amorcer un nouvel élan, la Guinée abrite à partir du 23 avril prochain la conférence internationale des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Notre temps fort de cette édition, la fermeture de l'usine Casal par les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés en collaboration avec le ministère de l'Industrie. Raison invoquée, l'usine ne respecte pas les normes d'hygiène et de protection des travailleurs. Dans la préfecture de Dubricard, au même moment, une autre unité de production d'eau minérale a été fermée. Les précisions dans ce reportage de Alpha Isiagaba Yamokaba. Regardez. À Manéa, dans la préfecture de Koya, plusieurs unités industrielles semblent évoluer hors normes. En croisade contre ces unités, les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé et les inspecteurs du ministère de l'Industrie ont épinglé l'usine Casal. Dans cette cour, cette unité a plusieurs ramifications. Produit de l'alcool, de l'eau minérale et des boissons non alcoolisées. Opérationnelle depuis près de 20 ans, les spécialistes estiment que cette unité ne respecte aucune norme d'hygiène de fabrication. Ici, les travailleurs et les riverains sont quotidiennement exposés au danger. Il y a eu 3 missions effectuées ici déjà. Jamais vous n'avez respecté les recommandations. De ce fait, aujourd'hui, il est question de fermer jusqu'à ce que ces normes-là soient respectées. Et quelles sont ces normes? Les normes, c'est très simple. Regardez tout de suite, on suffoquait déjà à l'intérieur. Les dispositions ne sont pas là. Aucun des travailleurs n'est protégé. Aucun des travailleurs n'est protégé. Derrière la cour, des eaux usées versées au détriment des populations riveraines. À l'intérieur, difficile de respirer à cause de la chaleur que les machines dégagent. À cela s'ajoute le manque d'analyse chimique pour la composition des boissons. Payés à 3 000 francs guinéens par heure, soit 24 000 par jour. Ces employés ne disposent pas de matériel de protection. Pourtant, ces unités seraient agréées et installées par les autorités du ministère du Commerce. Je suis complètement écœuré. Écœuré que l'inspecteur général du ministère de l'Industrie vient de dire qu'ils ont écrit 3 fois à ces gens dans le but de respecter les conditions de travail. Ils n'ont pas voulu obtempérer aux consignes données. Alors nous sommes dans un état. Ce matin donc, dans le cadre de la collaboration avec le ministère de l'Industrie, et puisque le constat est avéré, et puisque les choses sont palpables, l'instruction a été donnée de fermer hermétiquement cette usine jusqu'au moment où les gens vont se mettre en condition de travail, dans le but de protéger d'abord les travailleurs
mais aussi ceux qui prennent le liqueur. Un peu plus loin de là, précisément Lansanaya Barrage, dans la commune de Matoto, se cache dans cet immeuble d'habitation une autre usine de production d'eau minérale appelée Eau Mondiale et des sachets de lait en poudre Roi Milk. Selon les services du colonel Keboro, cette autre unité ne dispose d'aucun document légal et opère en toute illégalité depuis plus de 6 mois. Dire que je n'ai pas été au niveau du ministère de l'Industrie, j'ai été loin. J'étais même au niveau du ministère de la Justice. C'est de là-bas que j'ai fait, c'est là-bas que j'ai obtenu l'agrément. Je vais vous brandir les dossiers, je les ai tous avec moi ici. J'ai mon RCCM, j'ai le statut, j'ai mon certificat d'immatriculation fiscale, j'ai tout ce qui est nécessaire. Et je les ai dit au préalable. Au cas où ça trouve qu'il y a certains documents que je n'en ai pas, je suis prêt à corriger avec leur aide. Au dire des spécialistes, plus de 2000 usines de fabrication d'eau minérale sont à ce jour enregistrées en Guinée. Et la plupart d'entre elles opèrent illégalement dans le pays. Pour les experts en la matière, ces unités constituent de véritables ennemis de la santé publique. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé comptent identifier toutes ces fausses unités industrielles et mettre les principaux acteurs à la disposition de la justice. Yamokaba, Alpha Isiaga, c'est un dossier à suivre. Dans quelques heures, les députés vont reprendre le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances. Le personnel de l'administration parlementaire s'active dans les préparatifs de la rentrée des députés prévue demain 5 avril. Sidi Robertono. Nombreux sont les députés qui ont déjà regagné l'Assemblée nationale après 3 mois de vacances parlementaires. Mon souhait que tous les honorables soient présents ce jour-là, à l'ouverture, et que nous puissions quand même commencer les travaux dans des conditions vraiment appréciables pour que chaque commission rentre en possession des travaux qui relèvent de leurs compétences. Cette session de loi, à mon avis, sera très animée parce que nous sommes à la 5e année de notre législature. Et nous avons des propositions de loi qui sont là depuis l'année passée, qui donc pourraient bénéficier aujourd'hui de temps pour être examinées. Sur la table de la direction législative, 30 projets de loi sont enregistrés et attendent d'être examinés et adoptés. Des textes qui couvrent plusieurs secteurs porteurs de croissance et d'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Parmi ces 30 projets, 6 seulement sont en état d'être examinés. Et par rapport maintenant aux textes, oui, il y a les textes qui urgent et ces textes rentrent dans le cadre du PNDES, le Programme national du développement social et économique. Et ça urge. Compte tenu de la situation actuelle du pays, nous pensons que nous avons beaucoup de boulot à faire. Je pense que chacun est sur la route, donc il n'y a vraiment pas d'appel à lancer. La rentrée parlementaire de la 5e session ordinaire des lois pour la 8e législature intervient ce jeudi à un moment où la mouvance et l'opposition entament un processus de dialogue pour trouver une issue à la crise post-électorale. Dans l'actualité encore, le médiateur de la République poursuit sa tournée de prise de contact avec les institutions de la République. Mohamed Saïd Fofana a échangé avec la présidente du Conseil économique et social. Au menu, la collaboration entre les différentes institutions du pays pour renforcer le tissu social. Aboubakar Junior Kamara. Prévenir les conflits, trouver un cadre de concertation entre les institutions républicaines, décentraliser les services du médiateur de la République sont entre autres points abordés par Mohamed Saïd Fofana et Hadja Rabiatou Sira Diallo. Le médiateur de la République cherche l'implication de tous les acteurs de la vie sociale dans la résolution des contentieux entre les administrés et les administrateurs. L'objectif est d'amener les citoyens à renoncer à la violence. Nous allons mettre en place un mécanisme, d'abord un petit comité qui va travailler et ensuite un mécanisme permettant à nos deux institutions d'échanger et avec pour objectif d'aller vers les citoyens. D'abord pour aider à ce que l'esprit de loi
rentre définitivement chez les Guinéens. Ce n'est pas une éducation. Il faut aller vers les citoyens. C'est le travail de la justice, c'est le travail de tout le monde. Parce qu'il ne faudrait pas que la violence soit une valeur, n'est-ce pas, en Guinée. Il faut dévaloriser, n'est-ce pas, cette culture de la violence. Et à sa place, faire en sorte que les citoyens connaissent les institutions qui sont là et qui, bénévolement, peuvent les aider, n'est-ce pas, à résoudre leurs conflits. Il y a la justice, mais il y a aussi ces mécanismes non violents de conciliation, de dialogue et, n'est-ce pas, permettant aux citoyens de se reconnaître, n'est-ce pas, dans l'état de droit que le gouvernement tente de mettre en place depuis des décennies. Pour la présidente du Conseil économique et social, la collaboration avec le médiateur de la République est nécessaire pour garantir le tissu social. Hadja Rabiatou Sira Diallo souhaite également jouer la carte de la prévention dans les crises. Le Conseil économique et social, comme son nom l'indique, est une maison de paix, une maison de dialogue. Et le médiateur vraiment a besoin de cela. Nous avons discuté comment on peut faire connaître les institutions et comment se rapprocher de la population, comment faire pour éviter les violences dans notre pays, parce qu'on a besoin de paix. Sans la paix, on ne peut pas développer le pays. Faire du citoyen un médiateur dans son domaine est l'esprit que Mohamed Seydi Fofana compte développer dans le pays. L'accès à l'éducation est un droit pour tous les enfants. Cependant, dans certains milieux, les porteurs de handicap rencontrent des difficultés. À Guékédou, des actions sont en train d'être menées dans ce sens auprès des communautés pour changer la donne et permettre aux enfants handicapés d'aller à l'école. Suivez le reportage de Tierno Ousmane Diallo. Un cours d'exercice physique à l'école primaire Guékédou Lélé dans le sud de la Guinée. Un moment d'éducation et de joie pour les apprenants qui doivent tous prendre part aux activités sportives. Ici, c'est l'esprit d'équipe. Nul ne doit être exclu, quel que soit l'état physique de l'élève. C'est le cas de Saint-Joseph Frangadouno, capitaine de son équipe. Il oublie son handicap et se sent pleinement inclus. Je suis content, on blague avec mes amis. Favoriser l'inclusion par le biais du sport est une des stratégies encouragées par Plan International pour favoriser la scolarisation des enfants, en particulier ceux porteurs d'handicap. Grâce au projet éducation de qualité, inclusive et participative, un vent nouveau souffle dans la zone. Les enfants porteurs d'handicap ne sont plus mal perçus dans les communautés. Leur scolarisation est même devenue le combat des responsables à différents niveaux. Par exemple, je prends l'examen sur moi-même. Si ça trouvait que je n'avais pas étudié, que serait moi aujourd'hui? C'est pourquoi nous souhaitons que les enfants porteurs de l'handicap étudient. Que les parents s'impliquent, que les parents ne s'impliquent pas, ce qu'on leur demande pour que les enfants viennent à l'école. Le premier résultat obtenu, actuellement dans nos salles de classe, on a trouvé des enfants qui ont les problèmes qui sont porteurs de handicap. Un grand nombre, les parents ont accepté quand même de scolariser tous les enfants. Les porteurs d'handicap, les malvoyants, malentendants, les bossus, les déformés, les herbinos, tous sont à l'école. Dans cette école publique, on enregistre 16 porteurs d'handicap. Leur formation fait l'objet d'un suivi. Tous sont convaincus que de leur réussite dépend aussi l'avenir de nombreuses familles. Notre école est une école inclusive. On ne doit pas se moquer de quelqu'un à l'école. Tous ces élèves-là, on les prend ici au même pied d'égalité, que ce soit fille ou garçon, handicapé ou pas. Cependant, pour réussir l'éducation inclusive et faciliter l'apprentissage des personnes porteuses de handicap, des obstacles doivent être levés dans la construction des infrastructures scolaires. Il y a des difficultés. Souvent, des enfants ont des difficultés d'avoir accès dans les salles de classe. Ce n'est pas conçu à cet effet. Donc, souvent, ils sont aidés par leur père. Les enfants ils viennent, souvent, c'est les amis qui les prennent les mains pour avoir accès dans les salles de classe. Pour l'heure, en Guinée, le projet éducation de qualité, inclusive et participative ne touche que 200 structures éducatives, toutes dans la préfecture de Guékédou.
Son extension au reste du pays est vivement souhaitée pour changer la vie des porteurs d'handicap et faire en sorte que leur avenir ne soit pas la rue. Tierna Ousmane, merci pour ce reportage. Action humanitaire en faveur de deux structures sanitaires de Dubreka et de la sous-préfecture de Mafereya dans la préfecture de Fourikaria. Elles viennent de bénéficier d'un don de matériel médical offert par l'ONG Aide pour la Guinée. Ce matériel vient renforcer les capacités d'intervention des établissements bénéficiaires. Tierno Maroufba Al-Gassimba. À l'hôpital préfectoral de Dubreka, le manque d'équipement se fait sentir dans certains services. À la maternité et à la chirurgie, de nouveaux instruments de travail sont trouvés pour améliorer la qualité des prestations. Le don, composé d'une table opératoire, de microscopes, un échographe, des kits de chirurgie et autres matériels sont offerts par une ONG. Notre siège c'est à Kagbele, donc l'hôpital le plus proche de notre siège c'est Dubreka ici. Donc c'est pour cette raison on a choisi Dubreka parce que nous savons que pas seulement parce que c'est près de nous, mais le Dubreka a besoin d'un bon équipement pour pouvoir venir aux besoins des malades qui viennent ici. Et tout ce matériel vient à point nommé pour renforcer la capacité, n'est-ce pas, de nos personnels dans le cadre de la prise en charge des malades. Et vous savez, quelle que soit la formation que vous avez, si le plateau technique est limité, vous êtes tenu obligé de référer. Autre bénéficiaire de l'œuvre humanitaire de l'organisation, le poste de santé de Fangé, à 5 km de la sous-préfecture de Mafereya. Dans ce poste de santé, le besoin d'équipement est pressant. Le poste de santé de Fangé couvre 12 000 habitants. Ce matériel-là va servir la communauté de Fangé, voilà, nous avons les pousse-pousse pour permettre aux malades invalides de se déplacer d'un point à un autre. Nous avons d'autres matériels. Nous avons le microscope, nous avons les matelas, nous avons un élément de massage ici qui n'est pas connu fréquemment chez nous ici là. Donc tout cet ensemble-là constitue un élément, un besoin de la communauté de Fangé. Donc on ne peut que remercier les donateurs. Créée en 2007 à Cologne, en Allemagne, l'ONG Aide pour la Guinée intervient dans les activités humanitaires. Outre la santé, l'éducation et la création d'entreprises pour les personnes handicapées sont aussi explorées. Dans l'actualité encore, la République du Sénégal a célébré ce 4 avril l'an 58 de son indépendance. À Conakry, les ressortissants du pays de la Teranga ont organisé une cérémonie de réjouissance à leur ambassade. Makeme Donzou était de la partie. Le 4 avril 1960, un accord permet à la Fédération du Mali, regroupant le Sénégal et le Mali actuel, d'accéder à sa pleine souveraineté. L'accord du transfert de pouvoir est signé à Paris sous la direction du feu président Léopold Sédar Senghor. C'est cette date historique que les Sénégalais célèbrent comme date d'indépendance du pays. Il y a 58 ans aujourd'hui. C'est la communauté sénégalaise dans toute sa diversité, qu'elle soit résidente ici à Conakry, qu'elle soit dans les contrées de toute la Guinée. La communauté est réunie aujourd'hui pour fêter en communion ce jour merveilleux d'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le message, je l'ai d'abord démarré par des salutations fraternelles et très chaleureuses à l'endroit du président de la République, le professeur Alpha Condé, à l'endroit de tout son gouvernement, mais de tout le peuple guinéen. Le 4 avril 1960 rappelle aux Sénégalais les sacrifices consentis pour l'indépendance. Loin de la mère patrie, l'accent est mis sur le renforcement des liens de fraternité. Une indépendance qui a été acquise de haute lutte. D'abord, il y a des devanciers qui se sont donnés corps et âme, qui ont versé de leur sang pour que ce jour-là arrive. Et nous, ce que nous pouvons faire devant, c'est de les remercier ces devanciers-là, tant du côté religieux
que du côté administratif. C'est une fête qui, d'année en année, nous surprend par sa grandeur, par l'organisation. Cela explique la motivation des compatriotes. C'est une fête qui nous rassemble, nous tous, Sénégalais. Toute la communauté est là. Vous avez vu les représentations des chefs religieux, vous avez vu la communauté des femmes, vous avez vu toutes les sociétés qui sont représentées ici par les Sénégalais. Ils sont toutes là. C'est l'entente entre nous. Nous sommes très contents. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné les possibilités de fêter cette année encore. À travers des chants et danses du terroir, les ressortissants sénégalais vivant en Guinée ont marqué cette célébration. Toute la journée, c'était des retrouvailles et des échanges d'amabilité et de fierté. Je vous le disais en titre, la clôture du mois de la radio ce mercredi à Forêt-Caria. Plusieurs émissions de Radio Guinée ont été délocalisées. Population et autorités de Forêt-Caria ont exprimé leur gratitude à la direction générale de la RTG Coloma pour le choix porté à leur préfecture. Mohamed Sankon, un des témoins de l'événement. Merci d'être en direct dans cette émission qui est délocalisée aujourd'hui. Nous sommes à Forêt-Caria, c'est au compte de la clôture du mois de la radio nationale. Coloma Débat de la radio nationale prend aujourd'hui la dénomination de Forêt-Caria Débat parce que réalisé dans cette préfecture située à 5 km de Conakry. Forêt-Caria matin, esprit civique, réalité villageoise et contact jeunesse ont permis de débattre des sujets d'intérêt national et ceux concernant Forêt-Caria. À cela s'ajoute une émission publique avec les différentes catégories sociales pour permettre aux auditeurs de s'exprimer sur les préoccupations de l'heure et surtout le grand journal de 12h45. La direction générale de la RTG a pris donc l'initiative que l'on consacre le mois de mars à cette critique et autocritique des programmes de la radiodiffusion nationale. Au cours des débats, l'accent a été mis sur les sujets liés notamment au désenclavement des zones de production comme Benna et Siruru, l'agriculture, la reconstruction des digues de protection de Kabak et de Kakosa, des bâtiments administratifs et la route nationale Koya-Pamalapo. Une route dont les travaux seront lancés les prochains jours. Koya, Forêt-Caria, Dieu merci, le gouvernement a pris des initiatives, le gouvernement avec ses partenaires tels que la BAD et l'Union européenne viennent de trouver le financement et au jour où nous sommes, aujourd'hui même je devais être dans la salle de la première rencontre du comité de pilotage du projet de reconstruction de la route Koya-Pamelap. Forêt-Caria clôture un mois consacré à la radio nationale. Le directeur général fait un bilan et jette un regard sur l'avenir. Je suis très réconforté et motivé davantage à aller de l'avant, à multiplier ce genre d'initiatives. Vous avez dû le constater, vous avez vu l'ambiance autour de nous et nous sortons du studio comme ça. Vous avez remarqué que les appels nous sont venus de tous les coins de la Guinée. Il y a la satisfaction des uns et des autres et surtout le message d'encouragement de la RTG à se déployer davantage à l'intérieur du pays. Ce qui constitue un défi pour nous, pour lequel nous allons nous battre justement. Nous irons chercher les moyens là où il le faut pour que justement la RTG soit plus près des auditeurs, des téléspectateurs, parce que c'est ça notre vocation. Forêt-Caria est une ville centenaire qui compte sur ses potentialités humaines, des ressources naturelles, agricoles et minières. Le Centre de jeunes dirigeants d'entreprises offre aux entrepreneurs guinéens une série de formations en management. Cette ONG internationale a choisi pour cette première formation 16 chefs d'entreprise. La rencontre a eu lieu à Koya. Yaya, c'est le reportage. Sous le pied du Mont Balan, à Koya, 16 jeunes dirigeants d'entreprises se perfectionnent. Autour d'experts en management, ils trouvent des outils pour booster la compétitivité de leur entreprise. Au sein du mouvement, on aime former, transmettre, partager. Et ces 3 formations ont pour le but d'aider les JD à partager leurs expériences, à se livrer et à trouver des solutions à leurs problématiques. Dans la gestion courante des entreprises, les décisions prises par le patron ont leur impact positif ou négatif sur l'épanouissement de l'établissement.
Une problématique revue comme tant d'autres ici. On a 3 groupes parce qu'il y a des problématiques différentes. Donc chacun des groupes a un thème bien déterminé. Il y a un groupe qui s'appelle GAD, en abrégé GAD, ça veut dire groupe d'aide à la décision plutôt. Vous avez un deuxième groupe qui s'appelle Découverte Pro et un troisième groupe qui s'appelle Visa. Alors, dans les 2 premiers groupes que j'ai cités, donc le groupe d'aide à la décision et puis la Découverte Pro, c'est vraiment des problématiques de dirigeants qui sont débattues dans ces 2 groupes-là. Le troisième groupe qui est celui de Visa, c'est plus dans le sens d'aider les personnes qui suivent la formation à s'améliorer eux-mêmes. Le Centre de jeunes dirigeants d'entreprise, CJD, à l'initiative de cette formation, poursuivra son projet en direction d'autres patrons d'entreprise pour la maîtrise de techniques managériales. Ces acquis devraient permettre d'instaurer une meilleure culture de gestion des ressources humaines dans le pays. Salif Keita, le Mandé Mansa de la musique africaine, a rendu visite à l'école qui porte son nom à Conakry. Le complexe scolaire humaniste a réservé un accueil chaleureux à l'hôte de marque sous le slogan « Oui à l'éducation dans la non-violence ». Salif Keita, l'école Salif Keita est située au quartier kenyan Lancé Kamisoko. Signe ce reportage. Il est fréquent à Conakry, mais c'est la première fois qu'il rend visite à cette école ouverte depuis 2005. Salif Keita est accueilli par un bain de foule qui aspire tous le voir pour la première fois. Des curieux sont venus au-delà de cette école, symbole du combat pour l'émancipation des albinos. C'est un artiste engagé pour la cause de la paix. C'est un artiste qui est en faveur de la légalité, qui est en faveur de la justice, qui défend les droits de l'homme. Donc ça fait tant d'années on attendait l'arrivée de Salif Keita à Kenya. Aujourd'hui, chose promise, chose faite, nous sommes très contents. L'esprit, l'idéal de cette école et la mobilisation ont ému le panafricaniste Salif Keita. Vraiment, je suis comblé de joie. Je suis très content d'être dans cet établissement qui m'a immortalisé. Parce que vraiment, le mot me manque pour vous dire combien je suis content. Et je souhaite bonne chance à tous les élèves qui passeront par là. Salif Keita quittera Conakry demain, mais promet de revenir dans cette école très prochainement. L'homme se considère guinéen dans l'âme. Il compte partager les rêves avec les Guinéens, surtout des couches vulnérables. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À demain.